ça grimpe, hein. Oh là là, c'est bon pour le cardio, c'est bon pour les fesses. Aujourd'hui, on va rencontrer une femme avec qui je travaille. Elle est drôle, elle est intelligente, très généreuse. Elle est incollable sur la maternité, mais c'est de périménopause dont elle va nous parler aujourd'hui parce qu'elle commence à ressentir petit à petit les premiers symptômes. Allez, on y va? Allez, j'ose! Mais oui, je suis sûre que vous avez deviné, c'est à ma très chère collègue et amie Agathe Le Caron que je vais tendre mon micro ce matin pour cet épisode. Ah là là Agathe, c'est simple, cette femme c'est quand même très difficile de ne pas l'adorer. Croyez-moi, c'est un vrai bonheur de travailler à ses côtés dans l'émission Bel et Bien sur France 2 tous les samedis. Elle est toujours à l'écoute, pleine d'empathie et n'oublie jamais de rire d'elle-même et ça, c'est quand même une énorme qualité. Autrement dit, c'est la collègue qu'on aimerait tous avoir. Bon, faut-il le rappeler, l'émission La Maison des Maternelles qu'elle présente depuis 2016 est une référence absolue pour toutes les mamans, et pas que d'ailleurs. Et son podcast Ex est devenu un énorme classique. Agathe Le Caron est aussi une jeune maman de 50 ans qui fait tout pour avancer le plus sereinement possible. Elle a accepté aujourd'hui de partager son regard sur la période bien particulière qu'elle traverse, la périménopause. Oui, j'ai bien dit la périménopause. Vous voyez, ce moment un peu déroutant dont on parle trop peu, où le dérèglement hormonal commence à se faire sentir, un peu comme une annonce de l'arrivée de la ménopause dans votre vie. La durée et les symptômes de cette étape varient beaucoup d'une femme à l'autre. Alors, comment ça se passe pour Agathe Le Caron? On écoute ça tout de suite. Ça m'a fait peur. Oh là 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 là, mais c'est... Non mais c'est magnifique. Bonjour. Bonjour Elsa. Bonjour Agathe. C'est joyeux, c'est un endroit joyeux. C'est un endroit gai. Beaucoup mieux là, j'ai mon diaphragme qui s'est ouvert. Mais bien sûr, c'est le but. Moi aussi, comme je suis une grande anxieuse, je suis comme toi. Donc c'est pour ça que j'ai mis des couleurs chez moi. Oh mais il est là, mais c'est le chat. Mais ma pépette. Viens dire bonjour à Elsa. Petite Qu'est-ce que pépette. c'est que cette chose extra... Oh, Elle parle. Elle te répond. oh non, mais Regarde cette beauté. Oh là 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 là. C'est ma fille. Je la préfère à mes enfants. Largement. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Et un petit café, un petit thé. Qu'est-ce que tu préfères, Elzouille? Moi, je préfère un thé si ça te dérange pas. Allez, c'est parti, on s'installe. On se met là. On se met là. Agathe, alors Oui. on se connaît bien, toutes les deux. Alors, il y a quand même une chose, c'est que les derniers épisodes que j'ai enregistrés, à chaque fois, j'étais avec des femmes qui voulaient absolument me tutoyer. Et moi, j'étais très gênée parce que moi, j'aime bien le vouvoiement, j'aime bien parce que ça met un peu tu vois, une... Mais là, ça va être compliqué. Oui, alors entre là, nous. voilà. Mais entre nous, non, puisqu'effectivement, on bosse ensemble. Toi, tu présentes l'émission de Bel et Bien avec Ali Rébéi sur France 2. Moi, j'interviens en tant que chroniqueuse. Tu es une collègue hors pair, extrêmement sympathique. Oh, bah j'essaie. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Là, tu nous reçois Ouais. dans ta maison. Comment ça va aujourd'hui, Agathe? Bah, aujourd'hui, ça va super. Ouais. Mais généralement, là, on enregistre un lundi. Mhm. Et le lundi, moi, c'est une journée que j'adore. En fait, c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression que tout est possible, tu vois. Et puis, c'est aussi une journée... alors, j'ai mis du temps à avoir cette liberté-là, mais là, je l'ai, que je garde un peu pour moi. C'est-à-dire que je fais un peu de sport et tout. Et donc, très souvent, si on essaye d'avoir des rendez-vous avec moi le lundi, je mens. Non, désolée, j'ai une très grosse journée. Je suis sous l'eau. Et en Je ne fait, peux pas. pas du tout, je suis au yoga. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on va parler de périménopause, vraiment, Ouais. de préménopause ou périménopause, enfin on l'appelle comme on le veut. Bref, avant Oui, la tout ce qui vraie- tourne autour. voilà, quoi. tout ce qui tourne autour de ce moment de la ménopause, parce que toi, tu commences à avoir, là, petit à petit, tu Bah commences à là, avoir des petits symptômes. Je viens d'avoir mes 50 ans. Donc oui, je suis en préménopause depuis un petit moment. Mais tu vois, j'ai encore mes règles tous les mois, tous les 26 jours. Avant, c'était tous les 30 jours. C'est ça qui a changé. Et puis, ça commence à être moins longtemps. Alors justement, comment tu te sens en périménopause? Quels sont les petits symptômes? Alors moi, le premier symptôme que j'ai,
c'est des crises d'angoisse terribles. En fait, j'ai entendu, alors je sais pas si c'est dans ton podcast ou dans Bel et Bien ou avec un médecin, quelqu'un a dit, en fait, les symptômes de la ménopause, c'est une fragilité que tu as, donc un terrain fragile sur lequel la ménopause vient appuyer. Donc moi, comme je suis une grande anxieuse, c'est pas étonnant que quand une fenêtre est ouverte, je me dise tiens, si je me jetais, ce serait formidable. Alors, en revanche, non, pas de pensée suicidaire, mais des crises d'angoisse terribles. Et en fait, c'est marrant parce que je commence à ne plus avoir de repères. D'habitude, par exemple, tu dis bah voilà, je suis un peu malade, je vais faire une bonne nuit, demain ça va aller mieux, ça n'existe plus. Les douleurs, ah bah c'est parce que j'ai fait du sport, ah bah non, j'ai pas fait de sport du tout, donc là j'ai des douleurs. Donc je commence à ne plus avoir des repères de mon propre corps, les repères d'avant, de jadis. Et donc ça, c'est vrai que c'est ultra perturbant. Et puis je sais que je suis qu'au début. Bisous. Oui. Quand tu parles du sommeil, justement, il est comment ton sommeil? Ah, mon sommeil, il est horrible. Moi, alors, je suis tout le temps en hypervigilance. Donc, je pense que depuis que je suis toute petite, je suis en hypervigilance. J'ai eu mes enfants, ça a multiplié par 1000. J'ai fait des matinales, ça a multiplié par 10 000. Et donc, j'ai gardé cette grande fragilité du sommeil. Et comme on sait que c'est la clé quand même du bien-être, c'est un gros problème. Et puis bah c'était pendant très très longtemps une obsession. J'ai un peu lâché, et c'est ça qui a fait que je redors un peu. Mais le moindre truc t'empêche de dormir. Ouais, voilà. Et là, et c'est vrai que je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'après-ménopause. Il y a des moments où je me réveille dans des espèces d'angoisse abyssale sans aucune raison. Mais vraiment avec le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je fais des cauchemars aussi. Je faisais pas ça avant. Enfin, voilà, je sais pas si c'est des chaleurs encore, mais je peux me réveiller en sueur, mais c'est pas tous les soirs. Mais donc, t'as déjà comme t'as des petites sueurs nocturnes. Ouais, j'ai des petites sueurs nocturnes. Après, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'avais des petits virus et c'est le système immunitaire qui se mettait en branle, mais je peux avoir ça. Mais c'est surtout émotionnel, moi. Mais c'est pas étonnant chez moi. Mais tu as vu quelqu'un déjà? Oui, j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé à mon généraliste. En fait, j'ai un généraliste génial qui s'occupe aussi un peu de la tête. Et donc, je lui ai parlé de ça. Parce que ça fait partie de l'équilibre. Et donc, moi, dès que j'ai eu l'impression de passer ma vie à essayer de trouver un équilibre, là, je l'ai plus ou moins trouvé. Et je me dis, ah, merde, la ménopause va tout foutre en l'air. Donc, je suis en train d'anticiper, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, la périménopause, c'est une diminution des taux d'oestrogène et de progestérone. C'est une révolution hormonale. Oui. Alors, je sais, Agathe, que toi, tu es une obsédée des hormones. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà être une obsédée des hormones et d'où ça te vient? Je sais pas si je suis une obsédée des hormones, mais en tout cas, je sais que je suis sous emprise de mes hormones, mais comme tout le monde. Mais je crois qu'il y a des femmes qui font plus ou moins attention. Moi, comme je suis une grande hypocondriaque, je m'écoute beaucoup. Voilà. Beaucoup. Trop. Je connais tellement bien mon corps, je sais tellement comment il fonctionne que je peux te dire à quel moment de mon cycle je suis en fonction de mes humeurs. Donc, je sais très bien qu'à partir du moment où tout à coup, je pleure pour un rien, ou je suis un peu énervée, j'ai envie de buter tout le monde, bah, je sais que 2 jours après, c'est sûr, je vais avoir mes règles. Et en ce moment, je me dis, tiens, je suis pas encore ménopausée parce que j'ai ça à chaque fois. Et c'est dingue. Et je sais exactement quand j'ovule. C'est fou. J'ai ma libido tout à coup qui se qui se multiplie par 100 quand j'ovule. Enfin, donc, je sais que les hormones chez moi ont un effet qui se voit. Donc, ça me fait peur pour la ménopause. Pour le moment, chaque fois que j'ai mes règles tous les mois, je fais des bonds sur ma tête, des pas chassés volants. Alors que c'est chiant, quoi, d'avoir ces règles. Je vois quel est l'intérêt d'être contente de ça. Mais là, tu te dis, ouais, et génial. Je me dis, ouais, franchement, je pourrais encore faire un enfant, c'est tout super et tout. Alors justement, je me demandais, est-ce que t'as pas envie de faire un petit dernier? Mais là, non, 50 ans, non. En fait, je suis trop angoissée. C'est-à-dire que je me dirais, oh là là, j'aurai 70 ans quand il va passer son bac. Donc non, je ferai pas. Moi, en plus, mes grossesses, elles sont proches. Donc c'est quand même un peu bizarre de se dire, bah tiens, je suis une jeune maman, mais je vais ménopauser là. Ouais. Ça, c'est un truc qui est un peu dur pour moi. Ça te perturbe? Ah, ça me perturbe beaucoup. Ah ben, ça pourrait me faire pleurer. Mais non. Mais si. Mais c'est à cause. Non, attends, mais alors, dis-moi. Mais tu sais, je suis folle, moi. Non, mais dis-moi. Moi, je veux pas que tu vois que j'ai un problème hormonal, là. Mais on touche là. Voilà, c'est les sujets sensibles. Pourquoi ça te perturbe? Mais ça me perturbe parce que il y a des femmes qui font leurs enfants tard et que ça ne perturbe pas, mais moi, ça m'a perturbée. Et en même temps, j'ai eu une chance folle. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai rencontré un homme. Il avait pas d'enfant parce que lui, il avait essayé pendant des années avec son ex-femme. Ça avait jamais marché. Et tout à coup, on se rencontre. Il me dit, je voudrais
qu'on fasse un enfant l'année prochaine. 2 mois après, j'étais enceinte. Et j'ai eu une chance folle que ça marche tout de suite. Et le deuxième, pareil. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir s'il m'arrive quelque chose? C'est pas tellement... parce que les gens croient que c'est parce que j'ai peur qu'ils aient une image de moi, d'une vieille maman. Mon métier me permet d'avoir encore les pieds dans la vie et je vois bien que je suis pas une vieille maman dans ma tête, ni trop physiquement, tu vois. Bon, je suis pas à jeter. En tout cas, je ne choque pas, je pense, à la sortie de l'école. En revanche, la peur de pas les accompagner et puis de pas les connaître assez longtemps, quoi. Ou de pas connaître mes petits-enfants. Mais moi, ça me prend la tête, tu peux pas savoir. Et donc, le fait d'être encore dans les vapeurs, parce que ça a été une telle tempête émotionnelle d'avoir mes enfants, que je suis encore dans ces vapeurs-là de maternité. Bah oui, puis ils sont petits, ils ont quel âge? Mais le petit, il a 7 ans. Bah oui, c'est petit. Donc, tu vois, je me souviens très bien les petites couches et tout, Ouais. les bronchiolites et tout. Pour moi, c'était hier, c'est passé hyper vite. Et là, l'âge de ménopause, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, c'est un peu, à la fois, c'est tout ce dont j'avais toujours rêvé, c'est-à-dire trouver un équilibre. C'était pas forcément de faire des enfants, mon rêve, sinon je les aurais fait très certainement plus tôt. Il n'y a pas de hasard. Mais en tout cas, cet équilibre-là, je l'ai trouvé. Et à la fois, c'est venu tellement vite, tellement fort. Et puis là, maintenant, il y a la ménopause. Waouh! En fait, la ménopause, c'est pas tellement de me dire je vais vieillir. Je crois que j'arrive plus ou moins à accepter l'idée que vieillir, c'est chouette. Je crois que je pourrais arriver à en faire quelque chose. Je réfléchis beaucoup à ça. Comment être une chouette vieille? Comment essayer d'être le moins chiant possible, le plus sage possible, le plus équilibré possible. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est des symboles qui me rappellent que c'est la dernière partie, en fait, de ma vie. Et ça, quand on est anxieux, quand on a une peur de la mort panique, c'est ce qui n'est pas original. Mais il y a des gens qui arrivent à être dans le déni, qui n'y pensent pas. Moi, c'est quelque chose qui est très prégnant chez moi. Et j'ai un côté très noir que je traîne comme ça tous les jours, malgré ma gaieté, malgré l'humour, etc. Et donc, c'est ça, moi. C'est le symbole qui m'angoisse. Qui t'angoisse. Moi, tu sais, ça me réveille la nuit, mais j'ai comme dans un vertige, hein. Oui, Symboliquement, le fait d'avoir 50 ans, ça n'a rien changé par rapport à la veille, évidemment, où j'avais 49. J'ai la même forme, je suis plutôt en forme en plus en ce moment, mais je me réveille, j'ai l'impression que je vais tomber. Ouais. C'est pas possible, en fait, ça va être fini, oui. Donc, et puis en même temps, parfois je me dis, bon, allez, t'as pas le droit, quoi. C'est quand même chouette d'avoir 50 ans. Il paraît que c'est les plus belles années. Et ça serait vraiment con de pas les savourer, quoi. Il paraît que c'est la plus belle dizaine. Et mon généraliste m'a dit ça. Il m'a dit, mais putain, mais savourez, quoi. Là, vous êtes libre, en fait, parce que vous avez eu le métier que vous vouliez, vous avez vos enfants. Puis moi, je suis quand même très heureuse. J'ai l'amour, j'ai plein d'amis. Donc, il faut que je savoure. Mais bon, c'est comme quand on te dit déstresse-toi, t'as envie de dire bah oui, t'es gentil. Ah bah oui, j'y avais pas pensé, dis-moi. Mais moi, en même temps, ça me rend dingue quand les gens te disent mais c'est la plus belle dizaine. Ben oui, mais il y a quand même la ménopause ou la Il y a quand même la ménopause. Ouais, je sais. Comment on fait là? Je sais. Et en fait, je pense que la clé, c'est d'accepter. Mais c'est le plus dur, en fait. Mais là, il faut accepter. Il faut accepter que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Encore une fois, j'ai envie de savourer, mais moi, j'ai toutes mes angoisses existentielles qui se sont multipliées par 100, quoi. Donc, il va falloir gérer ça. Et je pense que, honnêtement, là, parce que je sais, j'ai fait une prise de sang, donc je sais que je suis ça t'étonne? Que je sais que que je suis en préménopause, vraiment, ça se voit. J'ai beaucoup moins d'œstrogène et tout. Et donc, je sens que ça, voilà, tu vois, là, il y a des hauts et des bas, que là, je suis vraiment dans la tempête. Et que ça démarre. Et donc, j'ai très, très peur de ça parce que mon socle émotionnel, et si on ajoute les symptômes, je pense que ça peut être détonnant, quoi. Et est-ce que tu en parles avec tes copines? Énormément. Pour moi, le truc le plus important, c'est d'en parler. C'est pour ça aussi que je fais ton podcast. C'est parce que je trouve ça génial d'en parler entre femmes qui se comprennent. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que le mot ménopause, il raconte quoi? Il raconte ma mère. Ouais. Il raconte ma mère. J'ai tellement souvenir de ma mère se plaignant. En plus, la pauvre, c'est le moment où elle a divorcé de mon père. Donc, elle a tout eu en même temps. C'est-à-dire que tout à coup, elle se sentait réduite. Mon père se barre. Et donc, ça a été un moment ultra difficile à gérer pour elle. Mais
très marquant pour moi, du coup. Et elle avait 49 ans, je me souviens, parce que je lui avais organisé un anniversaire surprise pour essayer de lui remonter le moral, où on chantait une chanson « 49 ans, pas de problème ». Et quand j'ai eu mes 49 ans, je me suis dit « Ah là là, putain, c'est ma mère, là, ça y est ». Et donc, pour moi, je suis vieille, quoi, si je suis ménopausée. Ah bon? Ouais. Mais tu peux pas dire ça. Mais parce que ma mère, pour moi, 49 ans, elle était vieille. Mais je sais bien que c'est pas le cas. Mais si tu vois, si tu me parles du mot ménopause, ça évoque ça pour moi. Ça. Et je voudrais bien, évidemment, que ces choses-là changent, tu vois. Je voudrais bien ne pas avoir ce regard sur moi. Et en même temps, quand je me regarde dans le miroir, je vois pas quelqu'un de vieux. Oui, alors, justement, qu'est-ce qui doit changer sur ce regard? Qu'est-ce qui doit changer dans le tabou de la ménopause? Mais je pense que plus on parle des choses, moins elles deviennent un sujet. Donc, ton podcast, il est hyper important. Ce qu'on fait dans Bel et Bien, c'est hyper important parce qu'on en parle aussi tout le temps. Et c'est pour ça que moi, je suis trop contente de parler de ça. Sophia Aram, elle disait, justement dans le podcast, elle a dit en parler, c'est s'en libérer, c'est s'en affranchir. Bien sûr. Plus on en parle, moins ça devient un sujet. Voilà. Et puis il faut en rire aussi. En fait, il faut rigoler des choses. Vraiment, de tout transformer en quelque chose de drôle. Mais si on regarde bien, Sophia Aram, qui est à mourir de rire, Florence Foresti, ça part que d'errance ou d'épreuves. Voilà. Donc, la noirceur, c'est un formidable tremplin à l'éclat de rire. Hein. Donc, il ne faut pas se gêner, quoi. Tu t'es renseignée, par exemple, quand tu dis, tu vois que ça t'intéresse les hormones, tu te renseignes, tu lis. Mais je suis obsédée, moi, par la santé. Obsédée. C'est depuis que je suis toute petite. Tu sais, quand j'étais petite, mon livre de chevet, c'était symptômes et maladies. Donc, si tu veux, j'avais un petit mal de tête, je regardais. Ah, oui, désolé, rupture d'anévrisme. Alors, je me disais, bon, c'est peut-être un peu grave. On va chercher moins grave. Ah, cancer, stade 4. Enfin, je regardais ça depuis que je suis toute petite. Mais d'où ça te vient? Je pense, mon analyse, c'est que comme j'ai été projetée dans le monde des adultes assez vite, que j'avais des parents qui s'occupaient pas beaucoup de moi pour 1000 raisons, et que donc comme j'étais fille unique, j'étais très très seule, et que j'étais un peu une espionneuse, donc j'écoutais les conversations de ma mère au téléphone, je me planquais dans leur garde-robe pour écouter leurs conversations à tous les deux. Et puis, comme j'étais pas surveillée, j'ai dû regarder des films qui étaient pas pour moi. Et je pense que j'ai été projetée dans un monde d'adultes beaucoup trop tôt. J'ai pas l'impression d'avoir vécu la période de l'innocence. Et je pense que elle est cruciale dans la construction et des angoisses, en tout cas. Tu vois, si on veut avoir du déni sur les choses, il vaut mieux avoir eu du déni une fois dans sa vie quand on était petit. Moi, je crois que j'ai jamais pu être dans le déni. J'ai toujours eu une extra-lucidité, mais donc j'ai été un peu victime. J'aurais préféré ne pas savoir. Et donc, c'est un instinct de protection. Je me dis toujours, tout savoir sur les maladies, ça va me permettre de mieux gérer, de contrôler. Je suis une contrôle fric terrible. Et alors, pourtant, dans ce que tu racontes, tu vois, sur ton enfance, on pourrait croire que tu n'as pas de socle. Et pourtant, tu as un vrai socle. Il y a quelque chose de très droit. Quand on te parle, quand on te regarde à la télé, enfin, tu vois, il y a un truc. Mais parce que je crois qu'on se construit pas seulement avec ses parents, Dieu merci. Hein, alors après, tout n'est pas acheté en plus. Hein, je veux dire, j'ai été aimée. Je pense qu'à partir du moment où on est aimé, de toute façon, après ça va. Quoi qu'il se passe. L'horreur, c'est le désamour, et a fortiori le désamour de la mère. Ça, je pense qu'on peut jamais se remettre de ça. Moi, j'ai été aimée et mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Tout est digéré, pardonné. Mais je pense qu'on s'élève aussi avec les gens qu'on rencontre. On s'élève avec, on s'éduque dans le sens élevé. En hauteur. Moi, je sais que mes amis m'ont beaucoup élevé, m'ont beaucoup transmis de valeurs, finalement beaucoup plus que mes parents. Je me souviens de ma meilleure amie que j'ai rencontrée, je devais avoir 18-19 ans, qui m'a dit « Mais en fait, tu t'excuses jamais, toi ?» Et je dis « J'ai fait une espèce d'orgueil mal placé, comme ça. » Je pense que j'étais un peu une petite conne ado, en fait. Et je dis « Ah ouais, en fait, c'est super de s'excuser. » Parce que ça procure un tel bonheur, un tel soulagement, et pour soi, et pour l'autre, de soulager un conflit. Moi qui déteste les conflits. Et c'est un exemple, hein. Mais je me suis... Et puis j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup observé. Comme j'étais très toute seule, en fait, j'avais que ça à faire que d'observer les gens. Et là où je pense que je me suis pas trop mal démerdée, c'est que j'ai réussi à tirer la substantifique moelle et tout ce qui est beau et chouette chez les gens qui m'entouraient. Et ça m'a permis de m'équilibrer. Et puis après, c'est passé aussi par la rencontre avec mon mari et tout. Hein. Mais il y a eu beaucoup d'années d'errance. Hein. Ça fait 10 ans que je suis bien. Mais bon...
Tu parlais d'amour, justement. Est-ce que le fait d'avoir cet homme à tes côtés, merveilleux comme il a l'air merveilleux, te permet justement de passer cette étape un peu moins douloureusement, on va dire? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que, j'ai l'immense chance que j'ai avec cet homme je pense que j'ai eu de la chance de le rencontrer tard parce que je l'ai rencontré à 38 ans. Tu peux nous raconter l'histoire d'amour? Nous, on adore les histoires d'amour sur Allez-Jose. Sauf que la mienne, à moi, il faut quand même savoir que j'ai eu dans ma vie un homme qui n'était pas libre, ça a été une énorme histoire. Un autre homme qui m'a fait déménager en Belgique et quand je suis arrivée en Belgique, il m'a fait la bise pour me faire comprendre que c'était fini. Je vous en cite quelques-uns. Un autre qui m'a trompée au vu et au su de tout le monde avec quelqu'un de très connu et la pauvre, elle était aussi amoureuse de lui que moi et on s'est bataillé son âme pendant des années. J'ai eu un mec qui aimait plutôt les mecs. Mais ça me rassure complètement. Des errances, tu peux pas savoir. Et puis tout à coup, j'ai une amie, Justine, pour ne pas la citer, qui me dit moi j'ai un mec à te proposer, mais je sais pas, il est peut-être un peu sérieux pour toi, mais je pourrais faire un dîner. Je dis, tu sais au point où j'en suis. Un mec est gentil avec moi, je tombe amoureuse de lui, hein, donc tu peux me le présenter et faire le dîner. Et je le vois. Je me dis, ouais, effectivement, là, ça va être c'est pas assez sale pour moi, quoi. Hein. Il faut quand même un truc un peu plus rock. Et puis, j'avais une amie qui m'avait dit, mais arrête, tu vois, de tomber amoureuse de bad boy, quoi. Ouais. Tu vois, arrête ça, marie-toi dans ta rue, ma fille, quoi. T'es bourge. Elle me dit, t'es bourge, mets-toi avec un bourge. Je dis, mais quelle angoisse, non, mais pitié. Et puis, je le vois, et puis bon, je me souviens, on parle d'Ibiza. C'était un chiant, notre première conversation. Je me dis, mais quel ennui, mon Dieu. Et puis à un moment, je sais pas, il commence à dire, je vais mettre la musique. Et puis là, je sais pas, le mec se transforme, quoi. Il met la musique et je sens que d'abord, il a une super culture musicale. Je sais pas, je me dis, en fait, il est rock, quoi. On va laisser sa chance au produit. Et c'est marrant. On s'est revus 2 jours après, par hasard. Et quand on s'est embrassés, il y a eu un regard. Et puis, j'ai du mal à en parler sans pleurer. Je me dis, ah oui, je te jure, parce que c'est... Et ce regard... Oh, mais c'est merveilleux! Tu sais, c'est à chaque fois. Oh, mais c'est merveilleux! Et non, mais c'est un truc de dingue parce qu'en plus, j'ai dit oui, dans ce regard, il y avait, ah là là, ça va être sérieux entre nous, tu sais. C'est pas léger, quoi. Ouais. Et je lui en ai parlé des années après. Je lui ai dit, tu te souviens et tout, quand on s'est embrassés sur le transat, notre regard? Et il m'a dit, bien sûr. Et en fait, il a vu la même chose et ça n'existe pas. Tu vois, moi, je me raconte plein d'histoires. Donc, je me suis dit, c'est moi qui... Non, ça, c'est magique. Ah ouais. Et c'est un mec, et là où j'ai une chance de dingue, c'est que c'est un fidèle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rare, hein, le mec, il ne va pas me tromper. Je le sais, hein, c'est même pas, tu vois, il n'y a pas de... C'est infidèle et il aime pas... Tu vois, par exemple, quand il a des potes, on a un très bon ami qui est parti pour une petite jeune et tout, mais ça lui paraît, mais c'est inconcevable. Peut-être qu'il tombera amoureux, mais en tout cas, il tombera amoureux d'une femme de mon âge. Donc, il n'y a pas la peur de vieillir. Il n'est pas... tu vois, si je faisais du Botox, ce qui n'est pas le cas, et je dis pas que je ferais pas de chirurgie esthétique, mais je déteste je déteste le Botox, je trouve que c'est pas joli. Et mais il pourrait pas comprendre, quoi. Lui, il est ému par Méride. Et alors, justement, il est ému par ce changement que tu vis en ce moment. Il t'accompagne. Il est très. Moi, j'ai pas tellement envie de lui parler de ça. C'est quelque chose. Je trouve parce que ça va être un empêchement peut-être à la libido, ça va être pour le moment je suis pas encore là-dedans, hein, mais je sais que ça peut venir. Je sais pas pourquoi ça fait partie. Pour moi, c'est un truc de gonzesse quand même. Voilà, t'as du mal. J'ai du mal. Tu vois, j'ai pas de mal à en parler à mes amis. J'ai pas de mal à en parler dans ton podcast parce que on se l'est dit. J'écoute beaucoup ton podcast que je trouve formidable et je me suis dit j'aimerais bien entendre la voix de quelqu'un qui est en préménopause, mais qui n'y est pas encore. Donc, j'ai pas tellement envie de lui parler, mais ce que je remarque, c'est que j'ai été très fatiguée, là, récemment, et puis j'avais vraiment des ascenseurs émotionnels. Et il m'a dit, mais tu crois pas que c'est la ménopause et tout, mon amour? Donc, je me suis dit, il est hyper respectueux. Ouais. C'était mignon. Il est à l'écoute, en tout cas. C'était mignon. Il y aura pas de jugement, mais de toute façon, il n'y a pas de... Voilà, il est vraiment chouette, quoi. Je suis mariée avec un mec bien. C'est un mec bien. Comment tu arrives à prendre soin de toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, prendre soin de soi? Parce que, ma question est un peu longue, mais à 50 ans,
Et en tout cas, en préménopause, moi, c'est ce que j'ai appris, c'est que c'est maintenant qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Alors moi, je l'ai vraiment en tête, ça, grâce à Bel et Bien, grâce à tous les experts qu'on a vus et tout. Je sais qu'il faut changer des choses. Alors déjà, moi, comme j'ai eu mes enfants tard, dans le cadre de mes angoisses de malade mentale, je me suis dit, je peux plus mourir, quoi. Je peux pas être malade, c'est impossible. D'autant que mes parents sont plus tout jeunes, que mon mari n'a plus n'a plus ses parents, que j'ai pas de frères et sœurs, et que si jamais il nous arrive quelque chose, là, c'est moi qui les récupère. Oui, alors là, avec plaisir, parce que là, je sais qu'ils seront bien. Mais tu vois, je me dis donc je leur dois ça, et puis j'étais hyper angoissée. Donc je me suis mise au sport à 40 ans. Après la naissance de Gaspard. Alors, quel sport ? Quand j'ai commencé, je savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai fait du pilates, j'ai commencé le yoga, j'ai fait du vélo, j'ai couru, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai nagé aussi vachement, et je me disais, il faut faire 3 fois par semaine. Là, maintenant, mais j'ai jamais arrêté, hein. Mais ce qui, chez moi, est incroyable, parce que d'habitude, je faisais ça pendant 1 mois, et puis après c'est autre chose. Je préférais plutôt aller picoler. Mais là, non, ça fait vraiment 10 ans que je m'y tiens. Et donc là, ça a un peu évolué. Donc ça peut être, je vais marcher dans la forêt pendant 1h30. Je fais beaucoup de yoga parce que ça fait du bien. Je fais de l'elliptique, mais j'essaye de faire 3 fois quelque chose par semaine. Donc ça, j'ai changé. Et après, moi, c'est la nourriture, quoi. Je suis obsédée maintenant. Alors, sans être... j'ai conscience qu'il faut manger moins. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à trouver un équilibre là-dessus. Parce que moi, je suis une énorme bouffeuse. La base de mon alimentation, elle est super. C'est-à-dire, mais vraiment. Mais ça veut dire c'est quoi ? Ça veut dire, tiens, je fais hyper attention, je vais manger des oméga 3, donc je mange des petites sardines et pas des gros. Bon, comme je suis obsédée par ma santé, vu que je suis hypochondriaque, je connais tout. Donc j'ai dit non, le saumon, c'est pas plus, on dit pas plus d'1 fois par semaine. Moi, je dis pas plus d'1 fois par mois parce que c'est plein de plomb et de mercure. Alors que j'adore ça. Donc j'ai plutôt prendre des petits poissons. J'ai préparé déjà des légumes. J'ai un vitaliseur, là. Oui, je vois. Tu vois ? Donc, je me fais des petits légumes, etc. Mais à côté de ça, si je te décris mon week-end, j'ai pas arrêté de bouffer. J'ai bouffé des gâteaux, du sucre. J'avais un anniversaire, j'ai bu des litres de vin. Donc, ça va, tu vois, pas non plus. Mais c'est ça, pour moi, l'équilibre. Donc, je pense qu'il faut pas non plus être totalement l'un ou totalement l'autre. Mais, force est de constater que avec l'âge, je fais quand même beaucoup plus attention à ce que je mange. Mais c'est uniquement pour ma santé. C'est pas aussi par rapport à la télévision où tu te sens, où tu te dis, il faut quand même que je sois mince pas du parce tout. qu'à l'écran, on grossit. Mais non, mais pas du tout. Le service public, Dieu merci, s'intéresse quand même un peu plus au contenu qu'à la forme. Donc, j'ai jamais eu de réflexion ni sur mon stylisme, ni sur mon maquillage, ni sur mes yeux gonflés. Alors que quand je travaillais sur des chaînes privées, ça a été l'horreur. Je me souviens de défilés de stylisme que je devais faire dans le bureau de ma productrice qui disait non, mais attends, faut faire bander, là. Mais non. Bien sûr. C'est autre chose. Et c'est une autre époque aussi, hein, parce que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je suis très contente si on me trouve jolie, hein. Je suis pas, si on me dit waouh et tout, t'es super belle aujourd'hui, je suis très, très contente. Mais c'est pas du tout une obsession. Moi, mon obsession, c'est la santé. Et une fois, tu m'as dit, je suis rentrée dans la loge et j'ai fait des respirations. Oui, j'ai eu une sale période. J'ai eu une période un peu difficile cette année. Et c'est vrai que je pense que la respiration m'a aidée. Mais c'est marrant, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression d'être... tu sais, d'avoir des problèmes de riche, quoi. Tu vois, ah oui, j'allais très, très mal. J'ai fait de la respiration, ça allait beaucoup mieux. Évidemment, franchement, c'est pas la clé non plus. Mais je pense que, tous ces petits outils, en fait, le yoga... Je sais même pas si c'est le yoga qui me fait du bien ou l'idée de faire du yoga, tu vois, de me dire, je fais un truc pour moi. Je pense que dès qu'on essaye de faire un truc pour soi, et à la ménopause et à la périménopause, c'est d'autant plus important de se dire, là, je vais changer quelque chose. Ce dont je suis sûre, c'est que si ça va pas, il faut changer quelque chose. Ou alors, il faut essayer quelque chose d'autre. Mais donc, ça peut être, je n'aime pas lire, je vais quand même essayer de lire un bouquin. Je n'aime pas aller au cinéma toute seule. Je me force, tiens, je vais quand même essayer d'aller au cinéma toute seule demain à 9h30 pour voir ce que ça fait. J'aime pas marcher, je vais marcher. Je fais pas de sport, je vais faire du sport. Ou alors, je fais du sport. Et si demain, je faisais pas de sport, tiens. Oui, c'est ça. Et moi qui fais hyper attention à ce que je mange, et si demain, je me faisais un bon McDo. En fait, c'est se bousculer un petit peu. Et la respiration, ça, c'est gratuit.
Et tout à coup, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Et ça a été prouvé scientifiquement, la cohérence cardiaque, c'est hyper bon pour justement le système cardiovasculaire. Et on sait que à la ménopause, à la périménopause, nos oestrogènes nous protègent moins des problèmes cardiovasculaires, que c'est la principale cause de mortalité chez les femmes, et que là, on a un truc gratuit. Donc, allons-y, quoi. Il y a plein d'applis à télécharger gratuitement. Mais toi, t'as un tensiomètre dans ton sac. Non, mais moi, je suis cinglée. Donc, mais Elsa, pars du principe que je suis cinglée. Non, mais c'est important, puisque effectivement, surveiller sa tension, c'est très important. On peut faire un peu de prévention. Ouais. Mais c'est vrai, non, mais c'est parce que j'ai eu toutes les maladies du monde. Je pense qu'à part le cancer de la glotte, il n'y a pas un cancer qui m'a échappé. Donc, j'ai tout le temps, quand je parle, une peur d'avoir un cancer. Donc, en ce moment, c'est l'œsophage. Parce que j'ai des remontées assises, tout simplement. Voilà, mais ça peut être autre chose. Et un jour, il se trouve qu'il n'y a pas très très longtemps, j'ai appris de très mauvaises nouvelles et je sais pas, j'avais des maux de tête et ma nounou me dit mais peut-être que vous avez de la tension parce que moi j'ai de l'hypertension. Et donc elle me dit j'ai un tensiomètre et là je vois que j'ai 21,5. Bon, là, le monde s'arrête, quoi. C'est-à-dire que là, il faut que tous les hôpitaux se mobilisent pour m'accueillir. C'est-à-dire que j'ai 21,5 de tension. Arrêtez-vous tous. Personne ne va aussi mal que moi. Donc, je suis allée à la pharmacie. Effectivement, j'avais une montée de tension, mais qui était due au stress. Et donc, j'ai acheté un tensiomètre. Mais il faut dire aux femmes qu'elles doivent prendre leur tension au moins une fois par an à la période de la ménopause. Parce qu'effectivement, on n'est plus protégé. Donc moi, c'était exceptionnel parce que maintenant, la tension est normale. Mais on a des médicaments pour la réguler. On peut être centenaire en ayant de la tension. Hein. Mais en revanche, si on ne la traite pas, ça a des dommages collatéraux terribles sur tous les organes. Bien sûr. Je me demande toujours comment tu t'organises entre l'émission Les Maternelles, mais aussi tes podcasts, ta marque de vêtements Ronron. Dernièrement, le livre pour enfants que tu as fait avec ton papa. Oui. L'émission Bel et Bien que tu enregistres avec nous. Comment ça se passe ? En fait, tout ce que tu cites, c'est des trucs chouettes, en fait. Il n'y a pas de contraintes là-dedans. C'est pas... Oui, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais il y a, je pense, une peur de plus travailler parce que j'ai eu quand même beaucoup d'années où à partir du mois de février encore, je crois que je suis gentille et je me disais, là, je vais être au chômage en juin. Donc, j'aime pas trop mettre tous mes œufs dans le même panier. Et puis, j'ai toujours été comme ça. J'aime bien lancer des nouveaux trucs, essayer des choses. Tu vois, par exemple, ma marque de vêtements, j'avais jamais fait un vêtement de ma vie. C'était pas du tout mon truc. J'ai aucune vocation là-dedans. Mais un jour, j'en ai parlé sur un transat avec une copine et j'ai dit, tiens, je vais le faire. Tiens, on se lance. Ouais, voilà. Et en fait, ça me remplit. Donc, j'ai pas de... Moi, je me demandais s'il n'y avait pas une peur du vide. Et oui, peut-être, il y a une peur du vide. Il y a peut-être une façon de, effectivement, exorciser des peurs du temps qui passe. Et puis, en fait, tu sais, c'est bizarre, mais quand tu as une vocation comme celle que j'avais, c'est-à-dire de faire de la radio d'abord, après, évidemment, la télé, c'est venu naturellement ensuite, ça fait partie de ton identité. Et en fait, je pense que ça va être... Je croyais pas, mais je pense que ça va être compliqué quand ça va s'arrêter. Et peut-être qu'inconsciemment, je prépare ce moment-là. Parce que moi, je suis la fille qui fait de la télé. Et ça te donne un statut. Et pour quelqu'un de très timide, qui a l'impression de pas vraiment avoir les pieds dans le monde, ça m'a facilité vachement les choses parce que ça me donnait une aisance, une image. Une aisance, une image. Je disais, ah là là. Donc les gens étaient forcés un peu de s'intéresser à moi. Ah, elle fait de la télé, ouais, c'est quand même assez... Madame les maternelles. Ouais, tu vois, donc ça te donne une espèce de pouvoir quand même. Et alors justement, ce pouvoir, quand là, t'as 50 ans, mais à la télévision, on le sait, on le répète assez souvent, et à partir d'un certain moment, t'as des filles qui sont quand même de plus en plus jeunes, on voit pas trop de femmes d'un certain âge, tu vois. Est-ce que t'as pas cette peur-là aussi de te dire, il y a un moment où peut-être... Bien sûr. Je l'ai tout le temps et donc c'est pour ça aussi que je pense que j'ai créé mes podcasts, ma marque et tout, c'est parce que je me suis dit il y a un moment en fait ce qui a basculé, c'est que je suis la plus vieille maintenant. Mes chroniqueurs, ils sont tous plus jeunes que moi, il y a que mon producteur qui est un peu plus vieux, mais je veux dire sinon tous les gens avec qui je travaille, les journalistes sont tous plus jeunes que moi. Et en fait naturellement, à cause de la société, c'est épinglé quoi. Donc c'est ça qu'on vit mal, c'est que si c'était pas un sujet, je me poserais même pas la question, mais là
La société m'oblige à me dire, mais merde, est-ce que à 50 ans, je suis la bonne personne pour continuer à parler des enfants? Alors que là, j'ai Oussem qui a 33 ans, Yasmine qui en a 42 et moi j'en ai 50, Marie qui en a 43. Enfin, ouais, alors qu'en fait, ça devrait pas être un sujet à partir du moment où je le fais bien. Bien sûr. Si je le fais bien. Encore une fois, sur le service public, il y a moins de violence, mais quand même. Tu vois, on se dit, bon, elles ont un peu fait leur temps. Mais on le sent, nous aussi, en tant que téléspectateurs, que c'est bon. Donc, j'ai pas envie de vivre ça parce que c'est trop violent, en fait. C'est trop dur. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon projet pour le bon âge. Là, tu vois, typiquement, les podcasts... c'est vraiment ton truc. C'est vraiment mon truc, tu vois. Ouais. Ça ressemble à de la radio. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et j'en vivrais moins bien que la télé, mais c'est pas grave, tu vois. En tout cas, j'aurai un travail. Comment tu fais l'amour aujourd'hui? Est-ce que tu te sens mieux dans ta peau aujourd'hui qu'il y a 25 ans? Oui, je pense que je suis beaucoup plus moi-même et encore une fois à ma place, donc avec un homme que j'aime et qui a pas de jugement aujourd'hui. Donc oui, très certainement, je fais mieux l'amour. Mais moi, ça n'a jamais été un sujet pour moi, ma libido. Je me connais très bien, je sais. Voilà, je sais en tout cas comment ça fonctionne, mais je pense que pendant très longtemps, oui, tu vois, j'ai essayé d'être une autre, quoi. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de choisir ses amis? Oui, mais cela dit, moi, ça a toujours été très instinctif, c'est très animal, mes rencontres avec mes amis très proches. Tu vois, là, je suis en train d'écrire le discours pour mes 50 ans et je m'adresse à tous mes amis les uns après les autres. Et ce qui me venait en premier à l'idée avec ma copine Florence, que j'aime tant, c'est comme un truc de sœur, de peau, une odeur qui est un truc familial. Tu vois, c'est marrant. Hein. Donc, c'est animal chez moi. Tu es en train d'écrire un discours pour tes 50 ans? Ouais. Parce que tu vas faire une grande fête. Je fais une grande fête, je fais un week-end. Et tu vas faire un discours. Et je vais faire un discours. C'est beau, c'est joli de faire ça. C'est bien de célébrer comme ça. Tu vois, toujours dans la joie. J'essaye. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui de rire de tout qu'à 20 ans? Non, c'est beaucoup moins facile parce qu'il y a plus de lucidité. Mais en revanche, je pense qu'on doit rire de tout. Est-ce que c'est plus facile de s'affranchir du regard des autres aujourd'hui qu'à 20 ans? Tellement, mais tellement. Moi, j'ai été complexée très longtemps. Je n'ai pas de souvenir de moi marchant sur la plage en maillot. Je préférais crever, Elsa, mais crever de chaud, me liquéfier, être à ras le malaise vagal plutôt que de me lever, mais même pour qu'une amie me voie. Non, mais j'en ris parce que maintenant, je me suis quand même vachement détachée de ça. Mais parce que je suis aimée. Je suis aimée par mon mari même. Donc, le regard qu'il a sur moi, il a tout changé, en fait. Et à un moment, en fait, je pense que les enfants ont remis tout ça d'équerre. C'est-à-dire que ça a détourné mon attention. C'est aussi pas mal d'arrêter de s'écouter et de se regarder. Ça m'a ouverte, en fait, sur d'autres choses. Je pense que la maternité, ça m'a aidée à être au plus proche de ce que je suis vraiment. Jamais j'aurais pu faire un podcast comme ça sans faire de coquetterie de langage ou de faire des washi-washa si j'avais pas eu mes fils. Mes gosses, ils m'ont dit, allez, putain, on n'a plus le temps, quoi, tu vois. Alors, c'est marrant parce que c'est quand même une émission sur la ménopause et tu nous parles de la joie d'avoir mis au monde des enfants. Parce que c'était hier. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de faire face à ces émotions, même les plus tristes? Non, ça sera jamais facile pour moi, ça. Non, je gère très mal. Je suis pas capée. Tu vois, là, j'ai 2 amies qui sont tombées malades, dont une vraiment gravement. Je suis pas capée. J'y arrive pas. J'arrive très bien à m'occuper d'elle. J'arrive très bien à lui donner de la joie. Elle me l'a dit, hein, donc je crois. J'arrive très bien à faire face devant elle, mais derrière, ça me tue. J'ai 21,5 de tension. En fait, ça me rattrape. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de se sentir forte? Bof, disons que je me connais mieux, donc je connais mes limites, mais je suis pas forte. Et d'obtenir ce qu'on veut? Ah oui. Aujourd'hui, ouais. Enfin, en tout cas, de dire non. Ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Alors, on a un autre, j'ose ou j'ose pas. Vas-y. Est-ce que tu oses dire quand tu as besoin de tendresse? Oui. Ah ouais. Ah oui, à fond. Moi, je parle de mes besoins. J'ai pas été prise en charge, j'ai l'impression, petite. J'ai été très autonomisée. J'ai pas été prise en charge adolescente. J'ai pas été prise en charge par les hommes de ma vie.
Et en fait, c'est moi qui me prends en charge tout le temps. Et là, à un moment, je me dis, mais je suis jamais plus heureuse quand enfin je suis prise en charge. C'est-à-dire que si mon mari, par exemple, m'organise un week-end, mais je suis la plus heureuse du monde. Là, pour mes 50 ans, il m'a emmenée à Copenhague. Tout était préparé. et il me prenait en charge parce que j'étais sa princesse. Parce que, mais j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Lâcher. J'ai jamais eu l'occasion de lâcher. Comme je suis contrôle fric, que j'ai une charge mentale de dingue, etc. Wow. Et donc, je le dis ça. Maintenant, je dis, prends-moi en charge. Est-ce que tu pourrais faire une petite déclaration à ta ménopause ? Qu'est-ce que je pourrais dire à ma ménopause ? Je pourrais lui dire que je l'aime parce qu'elle va très certainement m'apporter encore plus de sagesse et d'équilibre et de calme. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et dont tu voudrais parler ? Je t'interviewerais bien, toi, dans ton podcast, un de ces quatre. C'est ça que je voudrais dire. Parce que je crois que tu aurais plein de choses à dire. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur la ménopause et sur la ménopause. On n'a qu'à prendre rendez-vous et c'est moi qui t'interviewe et personne d'autre. On pourrait faire l'épisode avec toi. Non, c'est vrai. Mais sinon, moi, je crois que je me suis beaucoup confiée là. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Moi, c'est gentil. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venue. Non, t'es un amour. C'était comme une séance de psy. Eh ben oui, moi aussi, ça m'a fait du bien de passer ce moment avec Agathe et j'espère que vous aussi, vous l'apprécierez autant que moi. Vous savez quoi ? J'ai la sensation qu'avouer notre vulnérabilité comme elle l'a fait, eh bien, ça peut devenir notre force. Pas vous ? Agathe Le Caron ne s'en cache pas. Sa santé est une obsession et elle pense très vite au pire scénario. Mais pour garder les pieds sur terre, la solution, c'est de s'informer. À ce propos, j'ai remarqué en faisant ce podcast qu'il y a une inquiétude qui revient sans cesse. C'est celle du risque de cancer lié à la prise du traitement hormonal de la ménopause, le THM. On en a déjà parlé dans ce podcast, mais encore une fois, on entend tout et son contraire. Alors, je suis allée poser clairement la question, cette fois-ci, au cancérologue et fondateur de l'Institut du Sein à Paris, le docteur Krishna Kloff. Nous, on a toujours dit pour le traitement hormonal de substitution, le THS. Qu'est-ce que c'est le THM ? Traitement hormonal de la ménopause. THS, c'est l'ancienne dénomination. Donc, pour être clair, résumons. Dans quel cas, une femme qui souffre des symptômes de sa ménopause et qui souhaite les soulager, peut-elle prendre un THM sans risque majeur ? Dans la très grande majorité des cas. Dans l'immense majorité des cas. Parce que vous avez dit quelque chose qui est, à mon sens, fondamental, et là, c'est pas un gynécologue qui parle, parce que je suis pas gynécologue, c'est le cancérologue. Vous avez commencé votre phrase en disant « une femme qui souffre des symptômes de sa ménopause ». Là, dans le bénéfice-risque, on est à fond dans le bénéfice. Ce qui peut éventuellement se discuter, mais c'est le travail du gynécologue, c'est quel est le bénéfice attendu. Une femme qui n'a pas de signe de sa ménopause doit-elle prendre un THM ? À voir entre vous et votre gynécologue. Par contre, si vous avez des signes de la ménopause, bien sûr, et je le répète, nous les cancérologues, on n'a jamais été opposés au THM. Sauf dans une population particulière, les femmes à très haut risque de cancer du sein. C'est les femmes qui sont dans des familles où il y a une mutation qui les expose à un cancer du sein, ou alors les femmes qui ont beaucoup d'antécédents de cancer du sein au premier et au deuxième degré, chez lesquelles on n'a pas trouvé cette mutation, ou les femmes qui ont déjà eu des biopsies ou des chirurgies pour des lésions proliférantes bénignes. Mais somme toute, c'est une toute petite partie de la population. Et nous, les cancérologues du sein, on préfère voir des femmes très en forme, en très bon état général, sous THM, avec un petit cancer du sein qu'on va dépister très tôt et qu'on va guérir, plutôt que des femmes qui ont tous les effets secondaires de la ménopause et qui n'ont pas pris ce traitement parce qu'on l'a diabolisé en disant « Attention, les cancérologues, ils veulent surtout pas que vous preniez ça ». Le THM augmente de façon extrêmement mineure le risque de cancer du sein. Dans des populations à haut risque qui sont très rares, on va plutôt éviter de le prescrire, mais pour la très grande majorité des femmes, et en particulier celles qui ont un bénéfice avéré au THM, nous les cancérologues, on va surtout pas le contre-indiquer. Parce que le bénéfice est très supérieur au risque minime. C'est tout le problème du bénéfice et du risque. C'est vrai de tout traitement. Et c'est vrai du THM. Les plus fortes augmentations de risque de cancer du sein qu'on a observées étaient dans des études nord-américaines avec des traitements qui n'ont jamais été utilisés en Europe. Donc, en Europe et en particulier en France,
le dosage des traitements et l'intensité des estrogènes et de la progestérone amènent à l'élévation du risque la plus faible. Et c'est pour ça que on dit à nos patientes, vous avez environ 10% de risque d'avoir un cancer du sein parce que vous êtes une femme après 50 ans. Et avec les traitements de la ménopause que nous avons actuellement, ce risque, il passe à 10,2 ou 10,3%. L'augmentation est minime. Donc, pour la population générale, on va le donner lorsqu'il y a un bénéfice au THM. Je ne suis pas gynécologue, mais il me semble me souvenir de mes études de gynécologie que le THM n'a pas de bénéfice pour toutes les patientes. Donc, même s'il est encensé par certains, certaines, et détesté par certains, certaines, le THM doit être prescrit aux patientes pour lesquelles il y a un bénéfice. Est-ce que le déclin hormonal qu'on connaît à la ménopause est un facteur de risque de cancer du sein? En gros, ce que je cherche à savoir, est-ce que l'arrivée de la ménopause augmente le risque d'avoir un cancer du sein? On n'a pas d'études, à ma connaissance, qui disent la ménopause augmente le risque en soi. Mais par contre, toutes les études montrent que le risque de cancer du sein, il est directement lié à l'âge. Contrairement à ce qu'on imagine, plus on vieillit, plus on a de risque de cancer du sein. Tout comme le risque de cancer de la prostate augmente chez l'homme qui vieillit, le risque de cancer du sein augmente chez la femme qui vieillit. L'âge moyen du cancer du sein en France, c'est 64 ans. Donc bien sûr, plus on vieillit, plus on a de cancer du sein. C'est pas la ménopause en soi qui augmente le risque, mais c'est le vieillissement. C'est le vieillissement cellulaire. C'est pas la disparition hormonale. Et à propos de la durée du traitement, parce qu'on entend aussi tout et son contraire, est-ce qu'il y a une durée au-delà de laquelle, finalement, le risque augmente? On est toujours dans la même problématique, le bénéfice et le risque. Si à l'arrêt du THM, après 10 ans, les effets secondaires de l'arrêt sont minimes, on va pas le reprendre. Si les effets secondaires sont présents, on va le reprendre, mais il est formellement démontré que si vous prenez un THM plus de 10 ans, vous augmentez plus votre risque que si vous le prenez 10 ans. Et si vous le prenez 30 ans, vous augmentez plus votre risque. Mais cette augmentation du risque se joue à quelques pourcentages de risque de cancer du sein en plus. Chez des femmes ultra surveillées, ce sont en général des cancers peu agressifs, donc on n'a pas le droit de dire que l'augmentation du THM au-delà de 10 ans n'a aucun effet en cancérogénèse. Il a un effet. Mais si votre bénéfice est majeur, on va accepter cet effet, à condition d'avoir une surveillance et d'accepter que le THM vous apporte un plus, il vous apporte un tout petit moins, encore une fois, avec quelques points de pourcentage, mais qu'un cancer du sein dépisté tôt après la ménopause, lorsqu'il est hormonosensible, c'est 95% à 97% de guérison. Dernier point, ces femmes qui se font prescrire un THM, elles sont extrêmement suivies. Et on n'a pas parlé du pronostic de ces cancers du sein qui surviennent chez les femmes traitées pour leur ménopause. Il y a plusieurs études là-dessus. Ce sont des cancers d'excellent pronostic. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépistés très tôt, parce que ce sont des femmes qui se font suivre. Ces femmes, elles sont suivies, elles ont un THM, elles ont une ou un gynécologue. Et donc, elles se font suivre. Donc, il y a très peu de cancers négligés de 3-4 cm qu'on voit par ailleurs chez certaines femmes. Donc, le THM n'est pas nocif, il n'est pas dangereux à partir du moment où il est prescrit dans une population dont on a sélectionné le bénéfice et le risque. Et ce sont des femmes qui se font dépister. Si un cancer du sein apparaît, je rappelle qu'après la ménopause, le risque est d'environ 10%, c'est un cancer qui est dépisté tôt, traité et guéri. Alors aussi, on entend souvent « Oh, de toute façon, si je dois avoir un cancer, il se déclenchera, j'y échapperai pas. » Je peux dire connerie sans nom? Alors oui, vous pouvez le dire. Connerie sans nom. 30% des cancers du sein sont évitables. Sur les 60 000 femmes par an qui ont un cancer du sein en France, 30% sont évitables. Alcool, tabac, obésité sont les facteurs qui augmentent le risque de cancer du sein. Donc l'histoire qu'on a un cancer du sein potentiellement en soi et que quoi qu'on fasse, on ne peut pas jouer là-dessus, ça vient du Moyen-Âge. Hein. On a évoqué deux choses. La première, c'est que le cancer du sein est extrêmement fréquent. C'est le cancer le plus fréquent des femmes. Une femme sur 8 va être touchée par un cancer du sein.
Donc, l'idée que le cancer du sein, ça arrive aux autres, c'est faux. Ça arrive à tout le monde. La deuxième chose importante, c'est que lorsque le THM a un bénéfice, et encore une fois, les cancérologues ne sont pas opposés au THM, le THM, il doit être prescrit parce que les bénéfices sont supérieurs aux inconvénients, et en matière d'inconvénients cancérologiques, c'est une très minime augmentation du risque de cancer du sein. Donc, avec la gynécologue ou le gynécologue, on évalue son risque personnel, et ensuite, s'il y a un bénéfice, il faut prendre le THM. Docteur, rappelez-nous, s'il vous plaît, le parcours de dépistage du cancer du sein qui nous concerne toutes. Le minimum pour toutes, c'est une mammographie tous les 2 ans entre 50 et 75, à démarrer plus tôt ou à faire plus fréquemment en fonction de votre histoire personnelle et de vos seins et de l'aspect de vos seins à la mammographie. Merci au docteur Krishna Kloff d'avoir apporté des réponses claires à toutes nos questions sur les liens entre cancer et traitement hormonal de la ménopause. On en a tellement besoin. Et vous avez entendu, le dépistage, c'est pour nous toutes. Merci, un grand merci, oh là là, un énorme merci à Agathe Le Caron de nous avoir transmis sa joie de vivre, son authenticité et confier ses craintes sans détour. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore dévoré tous les épisodes, allez écouter son podcast Ex, vous allez vous régaler. Cet épisode a été réalisé par Marie Braun, mixé par Célia Brondeau et mis en musique par Alban Claudin. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!